Donc aujourd'hui, on va couvrir l'utilisation de Mesh avec Blender en combo à plusieurs solutions open source qui existent pour l'analyse d'images massives en 3D. Donc de façon classique, quand on pense à analyse d'image et surtout segmentation, on va essayer de partir d'une image en niveau de gris et essayer d'en faire soit un masque, soit une map de label si jamais on veut étudier les instances. C'est très pratique vu qu'on a beaucoup de solutions qui existent déjà. Les opérations sont communes et connues. Elles sont implémentées dans plein de librairies, plein de modules disponibles, que ce soit sur Fiji, via une interface graphique ou via Python, via des modules ou en même C via des librairies. Les mesures qu'on peut en extraire sont connues et sous une forme connue. Sauf qu'on peut se demander si tout ce que je viens de d'énumérer est pratique euh, peu importe notre problématique, et est-ce que ça suffit à couvrir tous les types d'images par lesquelles on pourrait être intéressé? Une des limitations qu'on va rencontrer dès le départ, c'est le volume des images qui grossit avec les années. On fait de plus en plus d'imagerie de gros volumes. Là, par exemple, c'est juste les propriétés d'une image qui sort d'un Lattice Lightsheet, donc juste un fichier qui fait déjà 90 gigas, ce qui est déjà compliqué à prendre en compte, à traiter. L'autre limitation qu'on pourrait avoir avec des labels maps, c'est que ça reste des grilles de pixels ou des grilles de voxels. Et peu importe ce qu'on a dessus, on a un résultat qui a la même taille. Là, j'ai mis trois exemples d'images. Les trois images font la même taille en X, Y et Z, et elles sont en 16 bits. Donc, qu'on ait l'info complète, une segmentation en label ou juste un objet, où j'aurais pu même rajouter encore un exemple avec l'image vide, on arriverait à un volume de plusieurs dizaines de gigas qui serait le volume original de l'image. Vu que peu importe le niveau d'information qui est représenté dans la segmentation, on a le même volume. Donc on pourrait se demander, est-ce que conserver une segmentation de masse sous cette forme-là fait vraiment du sens? On a aussi potentiellement le problème de l'occlusion, c'est-à-dire dans un cas comme celui-ci où on a un embryon avec les noyaux qui sont tous collés les uns aux autres, enfin, les cellules qui sont collées les unes aux autres, ce qui se passe au centre nous est complètement invisible si on reste sur une image. On peut essayer de bricoler avec les vues orthographiques dans Fiji, mais globalement, on n'aura jamais une vue 3D comme on pourrait avoir dans l'image de droite où on peut inspecter ce qui se passe pour les objets qui sont encapsulés au milieu du volume. Pareil, si jamais on fait des réseaux filamenteux, on peut essayer de se débrouiller avec la vue orthographique, mais pour suivre un objet qui nous intéresse et voir la tête du réseau de filaments, sachant que, encore une fois, l'image ne rentre pas en RAM, on est assez limité, alors on pourrait avoir une représentation comme on a à droite, qui nous permet d'avoir une idée de ce qui se passe dans notre image. Et de façon beaucoup plus générale, pour beaucoup de librairies slash applications qui existent, si l'image ne rentre pas en RAM, l'application n'est juste pas capable de traiter l'image. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour adresser ce problème? Ça serait de travailler avec une enveloppe de nos objets. Dans l'exemple de gauche, j'ai une sphère. L'intérieur de la sphère est rempli. Sauf que la valeur à l'intérieur est la même pour tous les voxels, qui est la même que la valeur à l'extérieur, etc. Je n'ai pas plus d'informations avec ma grille de voxels à gauche qu'avec cet objet à droite et qui est juste comme si j'avais emballé ma grille de voxels qui est à gauche. Et cette représentation s'appelle donc un mesh et c'est ce qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Un mesh, c'est basiquement une structure qui se comporte comme un graphe. L'élément de base du mesh, c'est donc le vertex, avec les vertices qui ne sont que des coordonnées 3D. Je les ai représentés par des petits points noirs, là, simplement pour la visualisation. Mais ils ont ni volume, ni air, ni quoi que ce soit, c'est juste de localisation 3D. Ces vertices sont reliés par des edges, qui encore une fois ne sont pas des objets qui ont un volume ou une aire, c'est juste une manière de les représenter. Et ce qui permet de créer la surface de l'objet,
C'est donc les relations qu'on fait avec ces edges et ces vertices pour former des faces. Et ce sont ces faces qui vont former la surface de notre objet. Niveau représentation, pour représenter un mesh, on va utiliser une structure qui s'appelle une liste indexée de vertices ou de faces. Basiquement, vous allez avoir une liste de vertices. Donc, pour le petit exemple que j'ai mis à gauche, la liste de vertices est dans la colonne de droite. Donc, il n'y en a que 5. Et plutôt que répéter chaque vertex pour former un triangle, on va juste créer notre tableau de faces en disant la première face, c'est l'index du tableau 0, 1, 2. Donc je dois aller chercher dans le tableau de vertices l'index 0 pour avoir le premier index de ma face, index 1, donc le deuxième pour le deuxième index, etc. Ça contraste avec la représentation historique des mèches, qui s'appelait la soupe de triangle, où chaque triangle avait ses propres vertices. Et donc maintenir, si vous faisiez une opération comme un lissage par exemple, ou une mesure ou quoi que ce soit, maintenir la liste de vertices était très compliqué, vu que bouger, faire une modification sur une face, impliquait qu'on devait aller retrouver ce vertex dans toutes les autres faces qu'il utilisait pour faire la même modification dessus. Alors qu'en utilisant la liste indexée, on sépare la topologie de la géométrie. La topologie étant basiquement qui est relié à qui. C'est l'information de correspondance de quel vertex est lié à quel autre. La géométrie, c'est l'endroit où sont placés les vertices. Donc sur les trois exemples que j'ai mis à droite, la topologie est la même, c'est-à-dire que la liste de correspondance est exactement la même. J'ai juste changé la géométrie, c'est-à-dire la position des vertices dans l'espace. Et avec ce genre de structure, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de faire des lissages ou des mesures. Niveau stockage, aujourd'hui, on va essayer plutôt de s'orienter vers le PLY, qui est capable de représenter toutes les informations qui nous intéressent et de les représenter dans une forme qui est assez optimisée vu que c'est en binaire. Ceux qui font l'impression 3D ont sûrement encore des STL qui traînent, où les mèches sont encore stockées sous forme de soupe de triangle. Et surtout, le STL n'est pas capable de prendre en compte les attributs de vertex. On va Je ne vais pas courir les attributs de vertex dans les workflows qu'on va voir aujourd'hui, mais juste pour que vous sachiez ce que c'est et que ça existe. Chaque vertex dans un mesh, selon ce que vous voulez analyser, peut avoir une propriété qui doit être homogène et uniforme. C'est-à-dire que chaque vertex doit avoir cette propriété-là. On ne peut pas dire les trois premiers vertices ont la propriété, les trois suivants l'ont pas, encore les trois suivants l'ont, etc. Et homogène, c'est-à-dire que si la propriété est un vecteur pour le premier vertex, ça peut pas être un flottant pour le deuxième, une chaîne de caractères pour le troisième, etc. Donc, la chose la plus commune qu'on stocke dans les attributs de vertex, c'est la normale du vertex, c'est-à-dire le vecteur qui pointe vers l'extérieur du mesh. Mais selon ce que vous voulez analyser, vous pouvez y stocker une couleur ou une propriété de courbure locale. Enfin, vous pouvez y stocker tout ce qui vous intéresse. Donc, maintenant qu'on a vu le stockage, ça serait bien de voir comment on crée un mesh. Basiquement, pour la création, on va travailler avec des isosurfaces, c'est-à-dire une région dans notre espace 3D qui partage une même propriété. Donc, de façon très basique, ça serait une intensité. Donc, ça pourrait être ramené à un threshold dans ce cas. Mais on peut dire toutes les régions de mon image qui partagent une même variance, ou utiliser un filtre, puis utiliser le résultat de ce filtre et chercher une isosurface pour, après extraction de cette isosurface, avoir une bipartition dans notre grille de voxels. Donc chaque voxel serait soit dedans, soit dehors, ou positif, négatif, ou une bipartition, quoi. Ce qui est basiquement ce qu'on fait dans la majorité de nos segmentations. Une fois qu'on a notre segmentation, dans notre bipartition, que chaque voxel est soit dedans, soit dehors, il nous reste l'étape où on cherche à envelopper notre grille de voxels à l'intérieur d'un mesh. C'est l'étape finale. Et pour ça, on a besoin de savoir à quel moment on passe de l'extérieur à l'intérieur.
Et pour ce faire, on a un algorithme qui s'appelle, alors on va partir d'un exemple 2D, où du coup j'ai représenté la bipartition avec le fond qui est en voxel noir et l'intérieur qui est en voxel blanc. Et on a un algorithme qui s'appelle le marching cube, qu'on va simplifier en marching square pour l'exemple 2D ici, où simplement on a ce petit carré avec chacun des angles du carré qui va prendre l'état d'un pixel dans la grille. Donc chacun des carrés là peut être soit extérieur, soit intérieur. Et on va faire passer ce petit carré sur toute notre grille ici de pixels, mais on l'extrapolera en 3D après. Notre carré a quatre coins et les valeurs dans la grille de voxels euh, enfin, il n'y a que deux valeurs possibles dans la grille de voxels, positif ou négatif, ce qui fait que on n'a que 2 puissance 4 possibilités de combinaison pour les valeurs, pour la combinaison de valeurs que peut prendre le carré. Si on regarde, toutes les combinaisons sont représentées ici. Et ce qu'on a à faire pour transformer notre grille de voxels en polygone, c'est de remplacer la combinaison qui est représentée à chaque fois par le petit morceau de polygone qui est représenté en bleu. Donc si on imagine que je reprends cette grille de voxels qu'on a vue juste avant et que je remplace chaque combinaison par le morceau de polygone bleu, j'obtiens ce résultat-là où j'ai bien euh, ma partition positive enveloppée dans un polygone. Là, on l'a fait en 2D, mais c'est quelque chose qu'on peut extrapoler en 3D, où on passe alors de marching square à marching cube. Ce coup-ci, on n'a plus 4 coins pour notre carré, mais un cube avec 8 coins. Donc, on passe toujours à deux valeurs possibles pour la bipartition dans l'image, ce qui fait 2 puissance 8 combinaisons possibles pour les morceaux de face dans le cube, donc 256 éléments possibles. J'ai mis que les 15 premiers ici, mais il y en a bien 256. Et en faisant passer ce cube sur toute notre grille de voxels où auparavant on a extrait notre bipartition, on peut extraire des mèches comme celui qu'on voit au milieu là. Donc le mesh, c'est quand même une structure de données qui est peu courante et que enfin, que les logiciels qu'on utilise habituellement ne sont pas capables de traiter ou même d'afficher. Donc pour ça, on va utiliser un logiciel qui s'appelle Blender pour les manipuler, les visualiser, faire des mesures dessus, etc. C'est un logiciel libre et open source que vous pouvez télécharger gratuitement. Il existe sur toutes les plateformes. Il permet de visualiser, charger, même éditer des mèches. Et vu que c'est aussi un logiciel qui est utilisé dans l'industrie du film, il permet de rendre des images, si jamais vous voulez faire des figures en l'utilisant. Blender a un fort mécanisme d'add-on que vous pouvez développer en Python. Et un des add-ons que vous pouvez utiliser s'appelle Microscopy Node, qui permet de visualiser des données 3D. Voilà. La restriction, c'est qu'elles doivent être en TIFF ou en ZAR directement dans Blender. Donc vous pouvez avoir un viewer 3D de voxels directement intégré dans Blender. Autre chose très intéressante, le Python de Blender n'est pas compilé à l'intérieur du binaire de Blender. C'est un binaire complètement à part, donc vous pouvez y accéder depuis l'extérieur. Ça, c'est très intéressant parce que ça implique qu'on peut installer absolument tout ce qu'on veut dedans. Vu qu'il est accessible depuis l'extérieur, on n'est pas contraint à rester avec les modules préinstallés qui viennent avec Blender. Donc là, dans l'exemple que j'ai utilisé, j'ai simplement utilisé pip, qui est le gestionnaire de paquets de Python, pour installer scikit-image, cellpose qu'on va utiliser plus tard pour la segmentation de noyaux, etc. Pour la création d'interfaces, si vous devez réaliser des add-ons, que ce soit pour vous ou pour vos utilisateurs, Blender a une petite librairie graphique qui permet d'exposer des paramètres très facilement à l'utilisateur. Là, chaque ligne de Python est un paramètre exposé à l'utilisateur. Et chaque ligne qu'on voit ici se convertit automatiquement en ce genre d'interface-là. Donc vous pouvez reconnaître les mêmes noms de lignes que j'avais donnés dans le code. Et ce genre de petit panneau est intégré directement enfin, par-dessus le viewer de Blender, à travers les petits onglets verticaux que vous voyez là.
que vous pouvez donc montrer ou cacher selon ce dont vous avez besoin. Plein de types d'objets sont disponibles dans Blender, que ce soit caméra et lumière, courbe, etc. Mais c'est pas ce qu'on va utiliser aujourd'hui. On va se restreindre à trois types d'objets, nous, aujourd'hui, que sont les meshes. Ça va être notre objet principal. On va utiliser des empties, dont j'ai mis trois exemples ici, qui sont simplement des coordonnées 3D. J'en ai mis des exemples ici parce que quand on les regarde, on pourrait croire qu'ils ont un volume, vu qu'ils sont représentés par des petits volumes, simplement pour que l'utilisateur puisse savoir où ils sont, mais ils ont ni air, ni volume, ni quoi que ce soit, c'est juste une coordonnée 3D. Et le petit modèle qui est utilisé là est facultatif. Et enfin, tous nos objets, on va les ranger dans des collections, vu qu'on va travailler avec plusieurs channels, avec des images multi-channels. Donc pour éviter d'avoir un fichier Blender qui ne ressemble à rien, on va tout ranger dans des collections. Vu que Blender fonctionne avec un système de hiérarchie, où on peut avoir une notion de tel objet appartient à tel autre, et tel objet appartient à telle collection, et telle collection représente tel channel de notre image originale. Donc tout ce qu'on va voir à partir de maintenant, c'est-à-dire deux workflows de segmentation et analyse, repose sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va partir d'une image qui ne rentre pas en RAM. On va utiliser des techniques différentes qui sont capables de travailler sur de la donnée partielle, qui ne nécessite pas de charger l'image en RAM complètement, juste ce qui est requis. Et à partir de ces petits morceaux d'images qu'on va charger à la volée et discard juste après, on va garder un tampon global qui va contenir notre mesh, qui lui est assez léger pour être conservé en mémoire tout du long et garder la représentation complète du volume tout au long du processus. Et ensuite, on pourra travailler dessus ou l'exporter. Le premier workflow qu'on va voir, donc, c'est un combo Fiji plus Lapkit plus Blender. Et le but de ce workflow, ça va être de mesurer le volume d'un cœur entier en 3D sans prendre en compte le volume des cavités à l'intérieur. La première étape, donc, la première étape va donc d'être utiliser Lapkit, qui est un plugin de pixel classification disponible dans Fiji. Il implémente l'algo de Random Forest, où basiquement il crée toute une collection d'arbres de décision à partir d'exemples fournis par les utilisateurs. Et lors de l'inférence, tous les arbres de décision vont être évalués pour tous les pixels, et le vote majoritaire va déterminer la classe du pixel. Pour ce faire, on va commencer par ouvrir notre image de cœur, mais on va l'ouvrir en tant que stack virtuel. C'est important, vu que le stack virtuel permet de ne pas charger l'image complète en RAM, qui ne rentrerait pas de toute façon. Pour ça, Bioformats propose de le faire, et on reconnaît ces images avec le petit V entre parenthèses dans le nom de la fenêtre de l'image. Une fois qu'on l'a chargé, et ce qui permet juste de faire de la preview, on peut directement demander à l'AppKit de l'importer de son côté. L'AppKit qui, lui, utilise Big Data Viewer, qui, encore une fois, permet de ne charger que ce que vous voyez. La fenêtre de l'AppKit donc ressemble à ça, avec notre image de cœur importée. La première étape, à partir de là, ça va être de décider des classes qui sont présentes dans notre image, c'est-à-dire que peut être chaque pixel. Donc, dans notre cas, un voxel, pardon, peut être soit du fond, soit appartenir à de la cavité, soit être du tissu. Pour le workflow, pour la suite du workflow, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la structure qui nous intéresse en dernier dans la liste des classes. C'est important parce que les indices sont attribués de haut en bas, c'est-à-dire que le background va avoir l'index 0, cavité 1 et cœur 2, et ça sera important pour la suite. Une fois qu'on a fait ça, on doit donner manuellement, pour l'entraînement du pixel classifieur, des exemples de pixels qui correspondent à chaque classe. Donc on le fait généralement avec soit des petits points, soit des petits tirets. On essaie de ne pas colorier la zone en entier, vu que deux pixels qui sont côte à côte ont très souvent une information qui est similaire. Donc sachant que tous les arbres de décision vont être évalués à l'inférence, ça ne sert à rien d'avoir
plusieurs arbres de décision qui, basiquement, vont donner la même chose. Une fois qu'on a donné nos exemples, on crée notre pixel classifieur. On décide de la liste des filtres qui vont être utilisés en fonction de ce qu'on cherche à extraire de notre image et la liste des sigma qu'on va utiliser pour chaque filtre. Donc chaque filtre va être exécuté autant de fois qu'on a autant de sigma. Et c'est à partir du résultat de tous ces filtres qu'on va construire nos arbres de décision. À partir de là, l'entraînement est itératif, c'est-à-dire que vous allez lancer l'entraînement avec le petit bouton qui est là, voir les erreurs qui sont faites, ajouter des exemples là où les erreurs sont faites et réitérer autant de fois que nécessaire pour obtenir une segmentation acceptable. Une fois que ça vous paraît acceptable, vous sauvegardez le classifieur comme un fichier en extension classifieur et vous avez maintenant quelque chose qui est capable de prendre n'importe quelle image similaire à votre image de cœur sur laquelle vous venez d'entraîner le classifieur et de la classifier. Donc comment faire maintenant pour appliquer ce classifieur? Donc on va repartir d'une autre image, on va la réouvrir comme un virtual stack dans Fiji. Et ce coup-ci, on ne va pas lancer la fenêtre d'entraînement de l'AppKit, on va directement utiliser l'option Segment Image with l'AppKit, qui prend le chemin du classifieur qu'on a créé, va l'appliquer, et le résultat va encore être un stack virtuel, on peut voir le petit V, ou dans lequel on a notre image segmentée, avec les pixels, les voxels de fond qui devraient être à 0, les voxels de cavité qui devraient être à 1, et les voxels de cœur qui devraient être à 2. Là, à la fin de cette étape, on a encore des voxels. Alors, c'est un stack virtuel, donc ils sont sur le disque, certes, mais on n'a toujours pas de quoi travailler de façon globale dessus. On ne peut toujours pas les charger. On ne peut toujours pas charger le volume entier en mémoire. Donc, il reste l'étape de la conversion en mesh. Pour ça, Fiji a une option dans le menu Save As. Donc, comme vous sauveriez une image, tout en bas du menu, il y a une option sauvegarder comme Wavefront OBJ. Et cette option va automatiquement lancer la fonctionnalité Triangulate, qui est la façon dont ils ont nommé le Marching Cube dans Fiji, dans lequel vous allez devoir donner le nom du virtual stack qui contient votre segmentation. Ici, le threshold qui est strictement supérieur à. C'est pour ça que dans l'étape d'entraînement de l'AppKit, j'ai spécifié que l'ordre des labels avait une importance. Et ensuite, le resampling factor qui permet de ne pas... Alors, quand j'ai montré l'exemple de Marching Square, chaque voxel et son voisin étaient pris en compte, sauf que selon votre niveau de détail, c'est pas forcément utile. Vous pourriez prendre le voxel et le voxel 4 slots à côté, parce que la pleine résolution n'est pas forcément utile. Et donc ça, c'est le nombre de voxels que vous sautez entre un coin du cube et son coin opposé. Et ça vous permet, une fois que vous avez sorti le point OBJ et que vous l'importez dans Blender, d'obtenir ce type de maillage. Pour information, on est passé d'une image qui fait 12 gigas en 16 bits pour le cœur à ce mesh qui fait 60 mégas et on a le volume entier. Donc le but de notre workflow était, je le rappelle, de mesurer le volume de ce cœur sans les cavités. Donc comment faire à partir du moment où on a ce mesh? On va aller chercher encore un add-on de Blender qui est originalement fait pour de l'impression 3D, mais qui marche pour tout mesh clos. Et si on le lance, il a tout simplement une option pour calculer le volume. Alors là, l'image était calibrée avec des voxels en micromètres, donc le chiffre qui est donné est stupidement grand. Il va falloir plutôt des centimètres cubes, mais on a le volume de notre cœur. Le deuxième workflow qu'on va voir, on va le faire uniquement dans Blender avec le Python intégré dans Blender. On va partir d'une image en 4 channels, où on a donc un channel de noyau et 3 channels de spot. Et on va vouloir détecter les spots dans les 3 channels, segmenter les noyaux dans notre channel de noyaux, et ensuite compter les co-occurrences des 3 channels de spots par noyau.
et tout ça depuis l'interface graphique de Blender sans sortir. Pour ça, j'ai fait un petit add-on Blender dont le code est disponible sur le GitHub de MRI. Si vous vous rendez sur le GitHub de MRI, vous allez atterrir sur cette page et vous pouvez le télécharger depuis les releases. Et les instructions d'installation sont détaillées juste en dessous. Une fois qu'il est installé, donc le point central de cet add-on, c'est une petite classe qui permet de charger des chunks d'images à la volée, qui s'appelle donc Chunks Generator, qui permet simplement à chaque itération de charger un morceau de l'image, donc surtout pas l'image entière, d'appeler une fonction de callback sur ce petit morceau et ensuite de tout jeter pour libérer la mémoire. Donc on va juste faire un petit point sur ce que c'est que l'utilisation d'un callback. Donc si je prends mon diagramme avec l'état 0 avant qu'on commence, on a notre image sur le disque qui est trop grosse pour notre RAM. La RAM est encore vide, on n'a pas encore commencé. Et l'instance de Chunks Generator est créée. Donc sans sans donner de callback pour l'instant. Qu'est-ce qui se passerait sans donner de callback? Le Chunks Generator irait chercher l'image sur le disque, vu qu'on en a donné le chemin lors de la création. À partir de cette image, il va en charger un petit morceau. Et vu qu'on n'a pas précisé de callback, ça va directement être discard. Il va ensuite passer au suivant, qui va être écrit au même endroit pour ne pas occuper plus de mémoire. Et pareil, il va être discard, vu on n'a pas précisé de callback. Maintenant, disons qu'on précise une fonction de callback. Et pour l'exemple, on va dire que cette fonction sert à segmenter des noyaux, et vraiment que segmenter des noyaux. Pas en créer un mesh, pas les sauvegarder, rien d'autre que segmenter les noyaux, donc sortir une label map. Qu'est-ce qui se passerait? Encore une fois, le Chunks Generator irait chercher un morceau de l'image, sauf que ce coup-ci, il détecterait que il a une fonction de callback, donc il donnerait le morceau à la fonction de callback, qui, elle, répondrait avec notre label map. Sauf que comme je l'ai dit, c'est une fonction de callback simplissime pour l'exemple, donc pas de sauvegarde, pas de conversion en mesh, donc tout part directement à à la poubelle, et on passerait ensuite au prochain chunk, etc. Donc le principe des deux premiers points de détection de spot et de segmentation des noyaux, ça va être de créer deux fonctions de callback qui permettent d'effectuer la tâche et de la garder dans un buffer global pour avoir une représentation entière de notre volume. La première étape donc de détection des spots, donc le tout premier callback qu'on construit, la première étape de ce callback, ça va être de préfiltrer notre image de spot, notre channel de spot, et de le normaliser entre 0 et 1. Donc pour le préfiltrage, j'ai implémenté quelques fonctions. J'ai mis deux exemples là, qui sont le opening by reconstruction et l'ablation of Gaussian. Le principe du opening by reconstruction est assez simple, c'est-à-dire que si on part d'une image comme celle-ci, où on a un gradient dans le fond et d'énormes débris dans notre image, on peut commencer par faire une érosion en niveau de gris, ce qui a pour effet de supprimer tous nos objets et d'éroder le bord de nos gros débris en gardant le gradient. Cette image, on en fait une dilatation encore en niveau de gris, ce qui a pour effet de restaurer la taille de nos débris. Pour éviter de détruire les objets dans la dernière étape qui sont dans le halo des débris, on prend le minimum entre l'original et la dilatation et on soustrait l'image originale avec notre image de fond reconstituée, ce qui est censé créer ce genre d'image où il n'y a plus de gradient dans le fond et les gros débris ont été retirés. La deuxième fonction que j'ai mis à disposition, c'est un Laplacian of Gaussian, qui permet d'appliquer un prélissage avec un filtre gaussien
Et ce résultat de préfiltrage, on le donne à un Laplacien qui va créer un très fort pic négatif partout où on a des objets qui correspondent au sigma qu'on a donné. Une fois que j'ai appliqué un de ces deux préfiltrages, pour chacun des spots, je peux obtenir des courbes d'intensité comme celles qu'on voit là. Dans mes profils d'intensité, je peux juste chercher les extrémas locaux, donc les minima et les maxima qui sont dessinés en orange et bleu sur la courbe. Et à partir de ces maxima et minima, je cherche la prominence de chaque maxima. Et si un maxima dépasse une certaine prominence, je garde son centre dans une collection de coordonnées 3D qui seront les coordonnées 3D de mes spots pour ce channel-là. Une fois qu'on est dans Blender, donc j'ai exposé tous les paramètres dont j'ai parlé avec, dans l'interface graphique. Donc avec le channel de spot à choisir, le préfiltre et le sigma du préfiltre, de combien la prominence doit être pour qu'on considère, donc de combien cet écart-là de P1 ou P2 doit être pour qu'on considère qu'on est sur du spot et pas sur du bruit. Et on obtient des collections. Donc j'ai trois collections ici, channel 1, channel 2, channel 3. Et à l'intérieur de channel 3 qui est déplié, donc j'ai un objet empty, donc juste une coordonnée 3D par spot détecté. Dans le viewer de Blender, euh, pour qu'on puisse savoir de quel channel provient quel spot, j'assigne une forme aléatoire à chacun des nouvelles collections de spots qui arrivent. Donc là, on a les cubes, les sphères et les axes qui représentent trois channels de spots différents. On peut ensuite passer à la segmentation de noyaux, donc sur le channel de DAPI. Donc dans ce cas, j'ai juste utilisé CellPose. Je l'ai aménagé pour que, en fonction des données renseignées par l'utilisateur, il gère correctement l'anisotropie selon l'axe XY versus le Z. Si vous avez déjà utilisé CellPose, vous savez que si vous faites de la segmentation de cellules, par exemple, et que vous avez un channel de noyau, donc de façon générale, si vous avez un channel que vous pouvez utiliser comme des seeds, CellPose est capable d'utiliser les deux pour améliorer la segmentation. Donc j'ai ajouté cette fonctionnalité-là également. Et avec l'utilisation d'un fichier JSON, j'ai aussi implémenté le fait que vous puissiez utiliser des modèles que vous avez réentraînés vous-même directement depuis l'interface. À partir de là, j'ai juste récupéré la prédiction bloc par bloc de CellPose et appliqué l'algo de Marching Cube qu'on a vu juste avant sur chacun de ces blocs et gardé le mesh dans un buffer, dans un tampon global qui me permet d'avoir la représentation de mon objet entier sous forme de mesh à bas coût niveau mémoire. Cette segmentation, je la stocke aussi dans une collection pour pas la mélanger au spot. Et on voit que chaque ligne, là, OBJ1, OBJ2, OBJ3, etc., chacun de mes noyaux est séparé dans son propre objet. Donc maintenant, on a tous nos objets de base, on a fini l'étape de segmentation et détection, on peut juste compter le nombre de co-occurrences par noyau. Donc juste, qu'est-ce que c'est les co-occurrences? C'est le nombre de n tuples d'objets qui viennent de différents channels. Donc par exemple, là, j'ai donné un exemple avec trois channels de spots. Donc on va chercher le nombre de tuples de spots qui viennent des channels 0, 1, 2, donc les triplés, avec ce qui reste, qui n'a pas été engagé par des triplés, le nombre de paires maximum, donc le nombre de spots entre 0 et 1, entre 1 et 2 et entre 0 et 2. Et les règles de chaînage, donc pour qu'un spot puisse être en relation de co-occurrence avec un autre, c'est qu'ils ne doivent pas venir du même channel et il y a un threshold de distance fourni par l'utilisateur. Par exemple, ici, c'est un exemple simplifié en 2D avec trois channels. C'est des spots qui ont été détectés sur un channel bleu, un channel rouge, un channel vert. La première étape donc, que j'ai fait, c'est de maximiser le nombre de triplés que je pouvais former avec cette collection, donc entourée ici. Avec tous les spots qui n'ont pas été utilisés pour former des triplés, je maximise le nombre de paires.
et tous les spots qui n'ont été engagés dans aucune relation restent tout seuls. Donc j'obtiens le nombre de tuples par cardinalité. Donc là, c'est le level, c'est cardinalité plutôt. Et le nombre de combinaisons pour chaque combinaison de co-occurrence. Comme j'ai dit, c'est une liaison exclusive. Donc si je prends cet exemple-là, on voit que le bleu et le rouge, là, font bien partie de différentes channels et ils sont à une distance en dessous de celle du threshold, donc ils auraient dû être liés. Mais le bleu est déjà engagé dans une relation avec le rouge, avec cet autre rouge-là, donc il est déjà réservé, il ne peut pas s'engager dans une autre co-occurrence. Donc on a vu comment trouver les spots et comment trouver des co-occurrences. Mais la question de base, c'était des co-occurrences par noyau. Donc il nous reste encore à assigner chaque spot à un noyau. Pour l'instant, on a des spots qui sont globaux. On a une collection de spots qui est basiquement une collection de coordonnées 3D pour chaque channel. Et il nous reste à les assigner à nos noyaux. Donc comment on fait ça? Alors, qu'est-ce qu'on a à ce stade-là? On a un mesh pour chacun de nos noyaux. On a une coordonnée 3D pour chacun de nos spots. Et on a la normale de chaque vertex, c'est-à-dire le vecteur qui pointe vers l'extérieur du noyau à chaque point. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est que pour chaque... enfin, oui, donc déjà le problème, c'est de savoir si le spot est dedans ou dehors. Comment on fait ça? C'est simplement en recherchant le point du noyau le plus proche de chacun des spots. Et une fois qu'on a trouvé le vertex de noyau le plus proche de notre spot, on calcule le vecteur pour aller vers ce vertex de noyau. Et donc, on a deux vecteurs. Le vecteur vers à chaque fois, qui est le vecteur pour aller vers le vertex, et le vecteur normal du vertex. Et en fonction de ces deux vecteurs, on a une formule qui permet de calculer le dot product. Et le dot product, il a une particularité, c'est que si deux vecteurs pointent dans le même sens, il est positif. Donc typiquement, enfin, dans le même sens à 90 degrés près. Donc dans le cas où on a ce vecteur vert ici et ce vecteur normal ici, ils pointent dans la même direction à moins de 90 degrés près, donc le dot product serait positif et donc on sait que ce spot est dans ce noyau-là. En revanche, pour lui, le vecteur pointe vers l'intérieur du noyau et le vecteur normal ici pointe vers l'extérieur du noyau, donc il pointe dans deux directions opposées. Donc, on sait que ce spot est à l'extérieur de ce noyau. Et c'est comme ça qu'on assigne chaque spot à un noyau ou à rien du tout s'il est en extérieur. Une fois qu'on a fait tout ça, donc je peux juste passer dans Blender. Si vous ouvrez Blender, vous allez avoir directement ça. C'est la scène de base de Blender avec un cube, une caméra et une lumière. Donc rien de tout ça ne m'intéresse, donc je vais juste tout supprimer. Comme on a vu tout à l'heure, si j'installe des add-ons, leur interface va être dans le petit menu là, avec la flèche là, et j'ai tous mes onglets verticaux là. J'ai celui que j'ai réalisé pour cette présentation. Donc ici, je peux y indiquer là où se trouvent mes images. Donc, admettons, là, chaque dossier représente une image et les channels sont séparés à l'intérieur de chaque dossier. J'ai un TIFF par channel. Donc, je donne le dossier qui contient mes channels. Je donne la calibration de mon image. Donc, là, c'est déjà la bonne, vu que je l'ai utilisée juste avant. Vous donnez la taille des chunks que votre PC est capable de supporter en termes de mémoire. Donc, le plus gros que votre PC est capable de supporter. Et ensuite, vous pouvez passer à la section segmentation des noyaux. Donc, les paramètres sont séparés en trois. Les paramètres généraux pour ce qui est global à l'image,
les paramètres pour la segmentation des noyaux ici et les paramètres pour la détection des spots en dessous. Donc, le channel principal attendu par CellPose, qui est le channel avec nos objets d'intérêt, en celui-ci. Si on avait fait des cellules, par exemple, et qu'on avait eu un channel de noyau, j'aurais pu donner le channel de noyau là et le channel de cellules ici. On donne la taille d'objet et la taille minimale d'un objet pour éliminer les débris. Et la segmentation prend plusieurs minutes si on clique sur ce bouton. Donc, je vais juste aller chercher un résultat après qu'on ait cliqué sur ce bouton. On atterrirait sur ça, où chaque objet est individualisé. Dans la liste, ici, dans ma collection, je peux retrouver chaque objet. Si je clique sur un objet et que j'utilise le point du pavé numérique, je peux aller jusqu'à cet objet. Je peux me l'isoler si jamais j'ai envie. Pour que ce soit plus sympa, je peux me leur donner des couleurs aléatoires. Et on reprend au moment où on doit aller chercher, aller détecter nos spots. Ça, je vais le faire en direct parce que c'est des opérations beaucoup plus légères. Il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs minutes. Donc ici, on doit donner notre canal de spot. Donc j'en ai trois. Premier channel, on donne le filtre qu'on veut utiliser et le sigma auquel l'utiliser et la prominence que doit dépasser un maxima pour être considéré comme un spot. Je rappelle que le résultat du préfiltre est normalisé entre 0 et 1, donc vous ne devriez pas avoir de 65 000 qui traînent dans la prominence. Si vous faites Detect Spots, une nouvelle collection est apparue, pleine de empty. Si je cache mes noyaux, les spots ont été ajoutés et représentés dans l'image. Je peux passer au channel suivant, toujours des spots. Je vais utiliser les mêmes paramètres pour les trois channels de spots. Donc voilà, à ce stade, tous mes spots sont détectés et sont représentés. Ils sont bien rangés en trois collections pour qu'on puisse savoir de quel channel viennent quels spots. Et on peut passer à la suite. Donc, l'étape suivante, c'était d'assigner chaque spot à un noyau pour qu'on puisse ensuite compter les co-occurrences par noyau. Donc, dans ce champ-là, je peux donner le nom de la collection qui contient mes noyaux. Donc, c'est celui qui a le nom du channel de noyau. Et si je fais assign dot to objects, c'était assez discret, mais chaque spot, s'il était à l'intérieur d'un noyau, maintenant il a cette petite ligne en pointillé qui représente le chemin entre la coordonnée 3D du spot et le centre de l'objet auquel il appartient. Si je réaffiche mes noyaux, oula, on était bien à l'intérieur. Donc tous les spots qui sont assignés à aucun noyau n'ont pas cette petite ligne en pointillé. Par contre, tous les spots qui sont à l'intérieur d'un noyau l'ont. Ensuite, il y a une étape facultative qui est juste de supprimer tous les spots qui ne sont pas à l'intérieur d'un noyau. Donc, je le fais juste pour la démo. Et ensuite, dernière étape, c'est les co-occurrences. Donc pour ça, le seul paramètre à donner, c'est le threshold de distance pour qu'un objet puisse être lié à un autre. Donc je peux mettre 1,8 micromètres par exemple. Et si je fais compter les co-occurrences, j'ai une nouvelle collection qui est apparue. Alors je vais cacher mes noyaux parce qu'ils prennent beaucoup d'espace. Et chacun de ces objets qui est apparu est un contrôle pour savoir où se trouve telle co-occurrence. Donc le terme level ici, dans le nom de l'objet, représente la cardinalité de la co-occurrence. Donc si je sélectionne tous les level 3, ça va être toutes les co-occurrences de cardinalité 3. Donc si je les sélectionne dans la hiérarchie,
elles sont mises en évidence dans le viewer, donc je peux voir où se trouvent toutes mes co-occurrences de cardinalité 3, partout dans mon volume. Pareil, la cardinalité 2, donc juste les paires. Si je les sélectionne toutes dans la hiérarchie, je peux voir toutes les paires qui ont été formées dans mon viewer 3D. Et enfin, c'est derrière l'overlay zoom, donc ça va être un peu... Ouais, attends, hop. Ici, il y a un onglet scripting qui n'est pas très bien nommé, ça devrait être juste text editor. Alors la majorité du temps, on l'utilise certes pour du scripting, mais ça peut contenir n'importe quel texte. Si je vais dedans, c'est toujours derrière l'overlay zoom. Dans ce petit sous-menu-là, il y a la liste de tous les blocs de texte qui sont assignés, qui sont contenus dans ce fichier blend, dans ce fichier .blend. Si je déplie la liste, il y a un bloc de texte qui a été créé de façon automatique, que je génère via l'add-on. Si je l'ouvre et que je remonte tout en haut, c'est un fichier au format CSV qui, pour chaque objet, donne le nombre de co-occurrences et chaque cardinalité pour chaque objet. Je vais peut-être le sauvegarder de manière qu'on le regarde dans LibreOffice, parce que là, c'est assez moche à voir. Voilà. Donc j'ai sauvegardé le fichier, je l'ai réouvert directement dans LibreOffice. Donc on peut retrouver les mêmes noms d'objets qu'on avait dans notre hiérarchie ici. Donc je peux savoir à quel objet correspond quelle co-occurrence. Et juste admettons que l'objet 23 m'intéresse, je peux juste recliquer dessus dans la hiérarchie et aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça sera tout pour cette présentation.